Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo pour les terminales en enseignement scientifique, on va parler d'énergie, de choix de développement et de futur climatique. Alors c'est découpé un peu en trois parties, c'est-à-dire les ressources en énergie, les combustions et les conséquences des combustions, et la dernière partie assez rapide sur la transition écologique ou la transition énergétique. Les ressources d'énergie, qu'on appelle souvent aussi les sources primaires, il y en a énormément sur la Terre. Enfin énormément, il y en a une assez grande variété. On a une assez grande variété, mais on peut les catégoriser souvent sous le terme de renouvelables ou non renouvelables, mais aussi sous le terme de stock et de flux. Par exemple, dans ce qui est stock, c'est quelque chose qu'on peut stocker, donc on va retrouver les ressources énergétiques comme l'eau qu'on peut mettre dans un barrage, mais surtout le pétrole, le charbon, le gaz, même l'uranium. Tandis que les ressources qui sont en flux, ce sont des ressources qui ne font que passer et qu'on utilise un peu à la volée, qu'on ne peut pas stocker, comme le soleil, le vent et aussi le courant de l'eau notamment, même si on est un peu à mi-chemin. Un courant de l'eau, on est un peu à mi-chemin entre le stock et le flux. Actuellement, les ressources primaires dominantes, ce sont les ressources fossiles. Ce sont les ressources fossiles comme le pétrole, le charbon, le gaz et même l'uranium pour l'électricité. Alors ça, c'est les ressources. De l'autre côté, on a la consommation. Puisque ces ressources nous servent à produire de l'électricité, de l'autre côté, on consomme de l'électricité. Mais ça ne sert pas qu'à l'électricité aussi, ça sert notamment en ressources directes. Le pétrole, on a des dérivés comme l'essence, et l'essence est consommée directement en tant que telle. Donc, notre mode de société est énormément basé sur la consommation de ces ressources-là, et l'augmentation de la consommation a été énorme ces 40 dernières années. En plus d'avoir beaucoup augmenté ces 40 dernières années, la consommation en ressources énergétiques, elle est très variable selon les pays, donc les endroits de la planète. Il y a une consommation qui est inégale, et aussi même à l'intérieur d'un pays, donc entre les individus, il y a aussi une consommation qui est tout à fait inégale. En plus de ça, la consommation ne se fait pas toujours, voire même rarement, à l'endroit de la production ou de l'exploitation des ressources en elles-mêmes. Toute énergie est produite ou consommée par un système. Alors ce système-là, on va lui donner une caractéristique, c'est sa puissance. Sa puissance, c'est sa capacité à convertir ou du moins à consommer ou produire de l'énergie. Et donc du coup, la puissance multipliée par le temps va nous donner l'énergie produite ou consommée. Donc on a la relation qu'il faut connaître, que vous connaissez normalement depuis au moins la troisième. E est égal à P fois delta T. On précise delta T pour dire que c'est une durée. On pourrait mettre fois T comme on mettait autrefois. Maintenant vous êtes un peu plus grand, vous pouvez comprendre la différence entre une durée et à un moment, puisque petit t c'est un moment en fait. L'unité de l'énergie dans le système international, c'est le joule. Donc c'est aussi les watts secondes, puisque la puissance est en watts et le temps en secondes. Mais on n'utilise pas le joule. En fait, dans la vie courante, les unités utilisées, c'est le kilowattheure. Kilowattheure, c'est ce qu'on retrouve sur les factures électriques, etc. Donc c'est l'électricité, c'est l'énergie consommée par des appareils ménagers, par un humain en général. Et on utilise aussi la tonne équivalent pétrole. Là, c'est plus pour des machines, des entreprises, etc. Donc, ça va consommer beaucoup plus d'énergie. Je vous mets les équivalences à 1 kWh, combien ça fait de joules, et un TEP, donc une tonne équivalent pétrole, combien ça fait de joules. Donc, on voit que c'est pas tout à fait le même ordre de grandeur. Une combustion, c'est le nom qu'on donne en chimie au fait de brûler quelque chose. Vous avez déjà vu ça normalement en 4e ou en 3e, et au moins revu en seconde. La combustion, ça fait intervenir différents réactifs. Parmi ces réactifs-là, on a le dioxygène. Et dans les autres, on a des espèces qui sont hydrocarburées ou carbonées. Et selon ce qu'on brûle, on va dégager de l'énergie, bien sûr. Et on va dégager plus ou moins d'énergie selon ce qu'on va brûler. Chaque espèce a ce qu'on appelle son énergie massique. Son énergie massique, c'est l'énergie libérée lors de la combustion d'1 kg de cette espèce. Donc je vous donne quelques énergies massiques pour que vous voyez ce que ça donne. Par exemple, pour le propane ou le butane, le gaz qu'on peut avoir chez nous, en fait, le gaz de ville, mais aussi l'essence. On peut mettre aussi le fuel, par exemple, le charbon, et d'autres. Voilà. Donc on voit qu'il y a une différence et que forcément c'est plus intéressant d'utiliser certaines plus que d'autres. Et de l'autre côté, forcément, comme toute réaction chimique, on va avoir des produits. Ici, les produits vont dépendre un peu de deux choses différentes. Déjà, si la combustion elle est complète ou incomplète, et de ce qu'on a brûlé. Alors, dans le cas d'une combustion complète pour un hydrocarbure, on va retrouver les produits de la combustion qu'on connaît, c'est-à-dire le dioxyde de carbone et l'eau. Alors, les deux sont des gaz à effet de serre, à l'état de gaz. Donc, l'eau qui est rejetée lors d'une combustion, elle n'est pas liquide, ça coule pas d'un feu, donc c'est de la vapeur d'eau.
Cette vapeur d'eau et ce dioxyde de carbone sont des gaz à effet de serre, c'est parmi les plus puissants. Dans le cas d'une combustion incomplète, ou de la combustion d'espèces qui contiennent autre chose que du carbone et juste de l'hydrogène, eh bien on a rejet d'autres espèces, donc on peut retrouver notamment le monoxyde de carbone, qui est un gaz, mais tous les oxydes d'azote, dans le cas où on fait brûler quelque chose qui contiendrait de l'azote, mais aussi donc d'autres espèces, je vous mets la liste ici, et on peut aussi retrouver surtout ce qu'on appelle des particules fines. Les conséquences de ça, alors au niveau des gaz à effet de serre, c'est l'augmentation de l'effet de serre, ça on le sait. Et au niveau des particules fines, le problème qu'on a, c'est un problème sanitaire, puisque les particules fines provoquent des problèmes au niveau de la santé, notamment au niveau respiratoire et cardiovasculaire. Et donc du coup, pour essayer un petit peu de quantifier ça, on a introduit un terme, c'est le terme d'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est la masse de gaz à effet de serre produit lors de la consommation d'une personne, que ce soit direct ou indirect. Parce qu'il y a une consommation indirecte, parce que quand on se fait livrer par exemple quelque chose, on ne consomme pas nous-mêmes, on ne produit pas nous-mêmes du carbone, mais la personne qui va nous livrer la chose va en produire. On a aussi la production de gaz à effet de serre lors de la construction d'une maison, ou même quand on vit dans la maison pour le chauffage. Bon là ça paraît assez évident, mais pour l'éclairage peut-être parfois. Ça peut aussi compter dans l'habillement, puisque nos vêtements ne sont pas produits et ne sont pas réalisés à l'endroit où nous habitons. Ça peut être aussi dans l'alimentation, puisqu'il faut bien transporter la nourriture d'un point A à un point B. Et tout ça, ça se fait avec de l'essence. Alors bien sûr, il est possible de réduire son empreinte carbone, que ce soit au niveau des transports, en utilisant des modes de transport plus communs, bien sûr, parce que c'est quand même peut-être plus intéressant de voyager à 4 dans la voiture plutôt qu'à 4 voitures avec une personne dans chacun. Au niveau de l'alimentation, on va privilégier ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire le moins possible d'intermédiaires. Et au niveau du logement, pour le logement, il faut bien sûr vérifier tout ce qui est isolation, puisque une maison qui est ce qu'on appelle une passoire thermique, c'est-à-dire que la chaleur s'en va, mais on va chauffer davantage. Alors que si on chauffe moins parce que la chaleur est bien gardée à l'intérieur, on va forcément moins consommer et donc moins produire de gaz à effet de serre. Alors pour remédier à tout ça, on a quelque chose qui est apparu ces 20-40 dernières années, c'est ce qu'on appelle la transition écologique. Alors la transition écologique, c'est plus quelque chose de politique dans le sens où c'est des choix qui doivent être faits. Alors il y a le GIEC qui est un groupement de chercheurs au niveau écologique, qui chaque année rend un rapport et donne des prévisions sur l'évolution de la hausse des températures selon si on réduit de temps, si on réduit de plus ou pas la production de gaz à effet de serre. Alors tous les scénarios ne sont pas très optimistes, en fait il n'y en a quasiment aucun qui est optimiste. La température va continuer de monter et donc du coup on va avoir affaire à des conséquences au niveau de notre environnement, mais aussi au niveau de notre manière de vivre. Dans le cas bien sûr où notre manière de vivre va être chamboulée, il va falloir réfléchir à des stratégies d'adaptation à ce qui va se passer. Et pour limiter la casse, il y a aussi des stratégies, donc des scénarios d'atténuation, c'est-à-dire qu'on cherche à, comme je le disais, un peu limiter la casse en réduisant la consommation, etc. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage assez bref, parce qu'en même temps, il y a surtout beaucoup de choses à savoir. On est beaucoup sur de la culture scientifique et de la culture de ce qui se passe en ce moment, pour essayer peut-être de vous faire prendre conscience. Mais bon, je pense que vous en êtes déjà conscient, mais pour que vous ayez un peu plus d'outils pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Vous pouvez donc bien sûr vous abonner, vous pouvez mettre des j'aime, vous pouvez mettre des j'aime pas si vous ne savez pas aimer. Vous pouvez laisser des commentaires, j'essaie d'y répondre. Et je vous laisse avec une citation de Chateaubriand. Les forêts précèdent les hommes, les déserts les suivent.